Et maintenant, interview avec Nanette dans Libre Cours. Bonjour Gabriel Boustany. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir dans les studios de Radio Liban pour la première fois, mais pas la dernière, j'espère. C'est moi qui suis ravi d'être avec vous. Alors, on est là ce matin ensemble pour parler de ce roman, ce troisième pour vous, qui s'appelle Les Arrogants. Le premier, je le rappelle, c'était donc Joachim l'Imbécile et c'était en 61. Vous avez pris votre temps, évidemment au niveau des romans, parce que évidemment l'écriture c'est quelque chose qui vous est particulièrement familier. Vous êtes producteur, vous écrivez pour le cinéma, vous avez travaillé sur de très très grands films auprès de gens comme Bertrand Tavernier, Chabrol, pour n'en citer que quelques-uns. Donc le monde de l'écriture vous est familier. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous remettre au roman? Attendez un peu. Entre-temps, j'ai écrit une vingtaine de pièces de théâtre. De théâtre, bien sûr, oui. Mais je parlais de roman. Oui, le roman, c'est venu après. Si je veux vous faire un aveu, c'est que mon théâtre était devenu très difficile à monter, étant donné qu'il comportait beaucoup de personnages. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait resserrer un peu. Et maintenant, les dernières pièces que j'ai écrites comportent un nombre de personnages raisonnable pour les producteurs d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, vous continuez à côté à écrire donc, vos pièces de théâtre. Voilà, j'ai écrit des pièces. Je continue à écrire des pièces de théâtre. Effectivement, après Les Arrogants, j'ai écrit une pièce qui s'appelle La Braconnière et dont il va y avoir une lecture à la rentrée, c'est-à-dire très bientôt, en septembre. En France? En France, bien sûr. Et c'est là-bas que vous résidez, je le rappelle au passage. Absolument. Alors, vous avoir à Beyrouth, c'est quand même un petit privilège. Vous n'y venez pas très souvent, si j'ai bien compris. Ah si, je viens quand même deux fois par an. 2 fois par an, oui. Ouais, bon. Mais je suis bien contente que vous soyez là pour parler justement de ce roman, qui est une vraie brise de fraîcheur. Alors, c'est un livre d'été, un livre intéressant, mais un livre d'été qu'on peut lire à la plage, à cause de la légèreté de l'écriture, qui évidemment parle d'un sujet quand même particulièrement grave, mais une écriture qui vous accroche, un peu comme au cinéma d'ailleurs. Eh bien, écoutez, oui, je suis un conteur d'histoire d'ailleurs. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que je commençais à écrire dans les journaux ici des nouvelles, des contes. Et tout ça, c'est mon monde. Et puis, j'aime surtout les histoires, c'est-à-dire ce genre de comment dire, de personnages qui ont un vécu, qui sont parfois des archétypes, parfois des personnages inspirés de la réalité, et puis qui ont quelque chose à faire, qui ont des histoires comme tous les humains, des haines, des amours, et puis souvent des guerres. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on a de moins en moins d'histoires à raconter, justement? Ben, écoutez, c'est une question de mode, c'est-à-dire dans la littérature d'aujourd'hui, du moins celle que je connais, il y a très peu d'histoires. En fait, il y a des gens qui sont un peu nombrilistes, qui racontent eux-mêmes. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais ce n'est pas mon monde. Ça ne m'amuse pas de raconter ce que j'ai mangé ce matin et puis qui j'ai vu en sortant, voilà, de l'appartement et ainsi de suite. Non, j'aime vraiment me lancer dans le drame, dans la comédie. Alors, vous vivez dans un monde d'histoire. L'histoire, pour vous, c'est une part de rêve ou une part de vécu, ou les deux ensemble? Et est-ce que c'est la chose nécessaire pour pouvoir vivre? Ben, écoutez, c'est la chose nécessaire, parce que quand je suis avec mes personnages, je m'évade. Oui. Et je suis avec eux, c'est-à-dire je les écoute, et puis parfois, je ne sais même pas où je vais. Hein. C'est, à la fin du chapitre, j'ai la surprise de constater qu'ils m'ont amené là où je ne voulais pas. Moi, je sais comment va être la fin, mais entre le début et la fin, je ne sais pas, je le laisse faire. Pourquoi là où vous ne voulez pas? Pourquoi là où je ne veux pas, je n'ai pas compris. Parce que vous me dites, il m'emmène parfois là où je ne veux pas. Oui, parfois, c'est-à-dire que ayant
déterminer un certain plan. La trajectoire n'est pas suivie jusqu'au bout. Une trajectoire, Ouais. je les vois prendre un autre chemin. Mais c'est tout le bonheur de l'histoire. C'est tout le bonheur de l'histoire et moi je trouve qu'ils ont raison. Moi aussi d'ailleurs. Alors, les arrogants. Tout d'abord, les arrogants, pourquoi? Évidemment, il s'agit d'une arrogante, on va y venir tout à l'heure, mais les arrogants, pourquoi? Écoutez, pour moi, je vais vous sembler très raciste. On va me tomber dessus, mais je le dis quand même. Ouais. Pour moi, il y a un certain genre, certaines personnes qui ont le droit d'être arrogants, c'est-à-dire qui ont pour mission, qui sont des missionnaires de l'arrogance, à condition que l'arrogance ne soit pas la suffisance, ni la fatuité, ni le mépris. Mais quelle soit la confiance en soi. Qu'il soit la confiance en soi et la confiance qu'on veut dire comme si on insufflait à l'autre une intelligence et le pouvoir d'exister. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout à fait, mais pourquoi est-ce que vous seriez taxé de raciste? Parce que les gens n'aiment pas beaucoup les arrogants. Et pourtant, les arrogants, en règle générale, ont un QI un peu plus élevé. Oui, absolument, mais c'est un terme qui est péjoratif aujourd'hui, du moins en France, tel que je le comprends. Dès qu'on parle A priori, arrogant, oui. on a l'impression d'indiquer du doigt un certain personnage ou certains personnages. Mais vous parlez de l'arrogance de la certitude. Je parle de l'arrogance de l'intelligence et de Ouais. ceux qui ont quelque chose à dire, de vraiment dire, et ceux qui ont plus qu'un message, c'est-à-dire qui ont cette espèce de pulsion de vie qui les pousse à être, je ne sais pas, c'est des messagers. Voilà. Alors, la trame du livre se situe dans les années 30. On va arriver à la trame tout à l'heure. Mais moi, j'ai envie de vous demander au départ, qu'est-ce que représente pour vous cette période? Écoutez, c'est la période juste avant la formation du Liban, avant tout ce bouleversement des Ottomans qui étaient partis de Liban, qui à travers ses communautés, ses clans, ses familles, essaient de se reconstituer. Et moi, j'ai choisi, si vous voulez, je vous livre là peut-être un petit secret, j'ai rêvé d'écrire un peu la trilogie de Beyrouth, c'est-à-dire à travers... Et c'est le premier tome, si j'ai bien compris. Et c'est le premier tome de Oui. cette trilogie, et donc qui s'arrête vers les années 52, 53, par là. Et bon, les autres sont à venir. On les attend avec impatience, hein. Surtout s'ils ressemblent à celui-ci, Je- auquel j'ai pris énormément de plaisir. Ben, écoutez, je suis ravi de vous l'entendre dire. Alors, on va parler de ces arrogants. C'est l'histoire d'une famille traditionnelle libanaise dans les années 30, donc, qui va prendre le chemin de l'exil vers la Suisse en faisant quelques escales touristiques, notamment à Marseille. Et au sein de cette famille, eh ben, il y a l'émir Tarek Farhadi, chef de famille, penseur nationaliste arabe, Adela, son épouse, soumise, mais qui vers la fin du livre va montrer un autre visage, la princesse Tazmine, donc la fille rebelle et admirée de l'émir, son fils Farouk, espèce de dandy frivole qui dépense la fortune familiale, mais qui est absolument irrésistible pour sa sœur Tazmine. Des sœurs jumelles assez inexpressives, hein, la plupart du temps. L'oncle Hannibal, personnage bourru, rigide, avec des penchants pervers, et avec lequel Tazmine aura quand même en commun cette fierté à laquelle on s'accroche comme à une planche de salut. Alors toute cette famille va vivre les affres de l'exil, d'un temps qui change, et surtout de cette dualité Orient-Occident qui continue d'être d'actualité. Eh bien, écoutez, vous avez résumé le livre d'une manière fantastique, surtout en allant au plus profond. Je ne pouvais pas rêver d'une meilleure intervieweuse. Vous êtes gentil, merci. Mais c'est vrai que, bon, vous avez quand même toute une série de thèmes dans ce livre qui sont abordés. Oui, absolument. Maintenant, je dois vous faire un aveu, puisque vous l'avez lu. Et bon, c'est vrai que c'est des personnages archétypes d'une famille puissante, c'est-à-dire d'une famille qui a gouverné et puis qui a une conscience arabe
évidentes. Une sorte de famille féodale de l'époque. Absolument, de l'époque. On en trouve encore aujourd'hui, mais qui sont un peu la patte qui constitue notre pays, quoi. Et donc, j'ai rencontré par le passé une dame qui vous a demandé de relater son histoire. Cette princesse, absolument. Et ceci, ça s'est passé il y a 40 ans. Et de décade en décade, je la revoyais, je la rencontrais à différentes circonstances. Et elle vous demandait, mais qu'est-ce que vous avez fait de mon histoire? Voilà, où est mon histoire, où est mon histoire, où est mon histoire? Et elle avait, je ne sais pas, ça c'est la partie vraie, c'est-à-dire les circonstances, ce qui se passe, les événements, c'est pas du tout elle, mais c'est inspiré de ce souffle qu'elle avait. Et ce souffle qu'elle avait, il se trouve qu'à cette époque, c'est-à-dire je parle d'une époque des années 70, elle était pour moi l'image, l'icône du féminisme, de ce qu'on appelle aujourd'hui le vrai sens du féminisme, qui va jusqu'à MeToo, jusqu'à tous ces mouvements-là. Elle les avait, elle les vivait, et c'était comme quelque chose d'incandescent en elle, et qui est là par sa vie. C'était pas un écrivain, mais elle exprimait des choses. Elle exprimait par son comportement, elle exprimait par sa vie, voilà. Donc j'ai réuni tout ça, je l'ai bien sûr fait la pâte que je voulais, et voilà, c'est sorti ce livre. Alors, au centre de ce livre, il y a donc cette Thésmine qui défend la condition des femmes, qui défend cette émancipation féminine. Avec acharnement. Aidée surtout peut-être par l'admiration de ce père qui ne lui fait pas écran, au contraire, qui l'encourage. Absolument. Subtilement. Subtilement, et si vous l'avez remarqué, avec une certaine contradiction, parce que ça ne correspondait pas tout à fait au départ de sa morale, du moins de sa religion, de ce qu'il se représentait, l'univers des femmes, des hommes. On vit dans un univers qui va catapulter à la fin du livre. Absolument. Quand il va révéler son intériorité, d'ailleurs. Absolument. Je veux dire, dans ce Moyen-Orient qui est déjà machiste jusqu'à aujourd'hui, mais qui a compris qu'il avait en face de lui cette flamme, cette espèce de pierre précieuse, de matière brute peut-être. Et donc toute sa philosophie, tout ce en quoi il a cru, tout ce pour quoi il a combattu, il a trouvé que c'était elle la porteuse de la continuité, la porteuse du drapeau, voilà. Alors, elle défend cette condition féminine en général, mais plus particulièrement celle des musulmanes, une communauté à laquelle elle appartient. Absolument. Et là, peut-être, je ne fais pas de concession. Parce que vous n'en faites aucune. D'ailleurs, je vais lire tout à l'heure un passage qui m'a particulièrement interpellée à ce niveau-là, tout simplement parce que je trouve que le livre est, si j'ose dire malheureusement, encore beaucoup d'actualité. Oui, parce qu'on peut prendre des contorsions autant qu'on veut. On peut montrer de la souplesse, de la compréhension, de tout ce qu'on veut. Pour moi, le fait de brimer la femme par son habit, par ses cheveux, par son visage, par ses yeux, par marcher derrière l'homme, est pour moi insupportable. Et je ne dis pas que c'est le fait de notre monde orient musulman, mais les chrétiens l'ont été avant. Bien sûr. Seulement, vous le dites aussi, parce que vous parlez des croisés. Des croisés, après les croisés, jusqu'au 16e, 17e, 18e, même 19e siècle. Mais après, il y a eu des révolutions, il y a eu un souffle d'air frais qui a tout balayé. Voilà, on est dans la laïcité totale, la femme est égale à l'homme, point, à la ligne.
Pas Voilà. tout à fait, mais bon, ça reviendra Non, peut-être. non, 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 bien sûr, mais je parle comme je le ressens. Je ne parle malheureusement pas d'une réalité, loin s'en faut. Alors, au centre de cette trame, il y a aussi cette espèce de paradoxe confessionnel. Il y a les tensions confessionnelles et en même temps cette sorte d'union autour des confessions, autour de cette citoyenneté, si vous voulez, libanaise. Par moments, il y a des tensions et par moments, on forme une union tout à fait solide, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Ben oui, c'est toujours comme ça. Il y a des disputes et de réconciliation. Et puis il y a surtout, vous l'avez remarqué, chez cette famille, il y a quelque chose qui n'est pas absent et qui arrive à vaincre tout, cette espèce de sens de l'humour, de la distanciation, de la dérision. C'est comme, et ça je trouve que c'est la marque de l'intelligence, Ouais. la marque du vrai pouvoir. Alors, il y a aussi au sein de cette famille cette espèce d'hypocrisie avec laquelle il fallait vivre à cette époque, et parfois encore aujourd'hui, qui est complètement latente, mais qui, à la première occasion, se dissipe pour laisser place à ce qu'on est véritablement. Je pense notamment à l'émir qui, à la fin du livre, se met à boire, par exemple. Oui, bien sûr, des concessions, il a compris, mais il ne peut pas le dire. Enfin, il a révélé surtout ce qu'il pensait vraiment. Il a révélé, oui, bien sûr, il a des doutes. Et rien ne sauve l'humain que le doute. Je doute, donc je suis. Je paraphrase, là. Oui, bien sûr. Alors, Tazmine, cette princesse qui déjà à 10 ans prouve son caractère tenace et qui doit aspirer à de grandes réalisations, selon son papa, et selon ce que montre son caractère, va nous laisser un peu sur notre faim dans le livre. Ben oui, évidemment, parce que là, elle commence une autre étape de sa vie. C'est le chapitre 2, c'est la saison 2, puisqu'il faut parler C'est vrai, il y a 2 et 3. de télévision 2 et 3. Donc, laissez-la le temps de faire ses bêtises plus tard. Bon, on va parler un tout petit peu de ce qui se passe dans le livre. Il y a aussi ce personnage Gulnar, turc, donc, qui la fascine, qui est le copain de son frère. Oui, c'est le premier amour, c'est le premier éclat flamboyant dans ce soleil sur le bateau. Elle l'a retenu, elle n'a pas oublié, bien sûr, mais après elle en est tellement déçue qu'elle s'est dit qu'est-ce que j'ai pu lui trouver, oui, hein? Mais elle retrouve après un peu l'intelligence de... Alors vous faites une première boucle quand même dans ce premier tome, puisqu'elle embarque sur ce bateau qui est le Champollion et qui va venir s'échouer à la fin du livre sur les côtes libanaises. Absolument, et là c'est l'image, si vous me permettez, un peu symbolique, un peu triste. De cette dégradation morale que nous vivons. Absolument, c'est un naufrage. Oui. On assiste, pour ne pas paraphraser, tiens, il y a un livre qui est sorti d'Amin Malouf, oui, qui est sûr, le naufrage. Et là, c'est un naufrage. Hein. C'est vraiment pour moi... Un grand naufrage. Un grand naufrage qui est tout à fait symbolique. Ouais. Mais si vous l'avez remarqué, avec des personnages qui ont toujours le sens de l'humour. Hein. Alors, il y a aussi l'importance de la famille dans ce livre. Parce qu'avec le départ de son père, on voit Tazmine perdre pied. On dirait que son père était le moteur qui l'a poussé de l'avant tant qu'il était là. Du moins dans le premier tome, parce que je sais que vous allez me trouver autre chose pour la suite. Oui, absolument. Mais je ne vous le dirai pas. Vous ne me le direz pas, ça je sais. Alors, la Tazmine en question accorde peu de place à l'amour avec un grand A, tout compte fait. Hein. Nadim, ce fiancé un peu fictif, plus attaché à l'idée de l'union qu'à l'objet de l'union elle-même, fantasme cette relation qui ne sera jamais consommée et qui semble aussi être le catalyseur de sa réussite professionnelle. Vous me coupez l'herbe sous les pieds, là, parce que vous dites des choses qui sont tellement vraies sur ce personnage que vraiment, pas les armes, hein, bravo. Oui, absolument, cette attirance qu'elle a vers son mari est plutôt spirituelle. Elle n'est pas ni sensuelle, encore moins sexuelle. Pour l'instant, mais elle est faite d'orgueil, elle est faite par ce sentiment qu'elle a, qu'il est la continuation de son père,
Et c'est dans ce sens-là qu'elle l'aime sincèrement. C'est pas qu'elle ne triche pas. C'est une femme. Elle n'a jamais triché de sa vie. C'est ça sa force. Mais il représente cette sorte d'idéal vers lequel elle tend, en fait. Oui. Et c'est pas plus mal que ce ne soit pas consommé, d'ailleurs, dans cette optique-là. Oui, bon, mais il sera consommé. Dans le tome 2. Oui, dans le tome 2, bien sûr, mais c'est pas ça, parce que autant qu'elle adhère sur le, comment vous dire, sur le quotidien, sur le social, autant qu'elle est éloignée des grandes idées politiques, c'est-à-dire qu'elle fait la concession de dire oui, l'unité arabe dont aucun pays arabe n'en veut. En réalité, ne trichons pas, fini de tricher. Hein. Je ne vois pas... Ne parlons pas de la situation d'aujourd'hui, je vous en prie. Alors vous faites allusion justement à cette, on va dire, civilisation arabe qui a brillé de mille feux et qui ne brille plus du tout dans le livre. Oui, parce que j'en ai marre un peu de vivre sur notre histoire. On dirait qu'on a une histoire, oui, on a une très belle histoire, elle est fantastique, mais bon, on ne l'a pas suivie, on ne l'a pas continuée. Elle s'est arrêtée avec le temps. Elle s'est arrêtée. Elle s'est brutalement arrêtée et il n'y a pas eu de sursaut. Écoutez, moi, je trouve très triste. Je trouve très triste, et je vous le dis comme je le pense, qu'on puisse, avec de l'argent du pétrole, l'argent que les Occidentaux achètent avec le pétrole, vont construire dans le désert des musées magnifiques, des copies de musées, mais avec des véritables œuvres. Encore, on dépense beaucoup d'argent pour transporter un tableau de tel ou de tel grand peintre, et devant un peuple qui n'a pas, si vous voulez, suivi pas à pas pour arriver à cette culture-là. Il a la fascination de voir, je ne sais pas, un tableau de Botticelli, mais c'est une évolution à laquelle il a été coupé. Il y a un saut là, un saut dans le vide. Je ne sais pas si je m'exprime bien là. Si, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Voilà. Alors justement, cette princesse Tasmine va avoir une sorte de sexualité débridée, si j'ose dire. Et le thème de la sexualité est présent. Si on replace le livre dans son époque, on est dans les années 30, où les choses ne sont pas forcément visibles comme ça. Vous abordez d'une part cette sexualité libérée et d'autre part un thème très important, l'homosexualité. Oui. Et qu'est-ce que voulez-vous me faire dire là? Rien de particulier, à part ce que vous en pensez. Je n'en pense rien. C'est-à-dire, je trouve que le seul moment ou les deux moments auxquels elle cède, c'est une espèce de pulsion comme un papillon au bord de l'eau. C'était, si je vois bien, il y a deux situations de rencontre dans ce roman. La première, c'était une espèce de fascination envers un artiste de passage. Et la deuxième, c'était un choc terrible qu'elle venait d'avoir et qui commettre cette espèce d'acte sexuel était chez elle comme une pulsion de vie et compte en face de la mort. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui crie « Je suis vivante, je suis vivante, je suis vivante ». Voilà. Et j'ai besoin de sentir avec mon corps. Et voilà. Et l'homosexualité donc de son frère qu'on entrevoit. L'homosexualité est ça c'est différent. Il faut voir l'évolution de son frère. C'est-à-dire, son frère est éminemment intelligent. Pour moi, cette femme a eu 3 hommes dans sa vie, peut-être 4, mais certainement son frère.
Parce qu'il y avait un échange, elle a fini par le comprendre. Il y a une espèce d'osmose. Oui, mais ce qui est important, c'est comment vous le placez aussi au sein de la famille. On est dans les années 30, oui, faut pas l'oublier. On est dans les oui, c'est un père qui l'a compris. C'est un père qui l'a compris, qui l'a admis. Qui le tolère de loin, une mère qui n'en parle pas, mais qui l'accepte. Oui, mais qui a dit juste un mot, c'est-à-dire la mère très inquiète, au début paniquée, se jetant la faute de l'avoir peut-être trop gâtée ou pas assez. Elle mord sur sa blessure. Mais le père, c'est différent parce que le père voulait que ce fils soit sa continuité. Or, il se rend compte qu'il ne peut pas être, non pas seulement à cause de ses mœurs ou de son homosexualité, mais que ça ne l'intéressait pas. Pour lui, ça ne l'intéressait pas. Donc, tout ce qu'il a fait à la fin de sa vie, c'était cette espèce de mot avant de mourir, de lui dire oui, mais ne pense pas que tu es différent des autres, pense que les autres sont différents de toi. Voilà, donc une espèce de sagesse orientale, voilà. On va parler un peu de cette mère qui est un peu dans l'ombre, mais très présente en même temps au sein de cette famille, à qui vous confiez ce rôle très subtil, cette Adela. Vous l'avez voulu un peu effacer, pourquoi ? Effacée et présente, hein, oui, parce qu'elle a sacrifié sa vie. Hein. C'est la femme sacrifiée, mais qui a fini par aimer son mari, qui était beaucoup plus âgé qu'elle, beaucoup, qui pouvait être son père. Et finalement, elle n'a pas vécu, elle n'a pas su ce que c'est un amour romanesque, disons, sauf qu'elle le trouve avec la modiste qui lui est un vague café en Suisse et pâtisserie, ou un vieux comte de loin. La lorgne de loin. La lorgne de loin, et qui lui écrivait des lettres qu'elle n'a jamais reçues. Voilà, mais elle s'en contente. Elle a eu son histoire d'amour. En gros, l'amour avec grand A. Et c'est très touchant parce qu'elle se contente de ça. Voilà, l'amour dans le livre, elle est plus souvent fantasmé que vécu finalement. Hein. Réellement vécu. Oui, peut-être. Oui, peut-être. Une sorte de force sous-jacente comme ça qui vous fait aller de l'avant. Peut-être. Je voudrais vous parler un tout petit peu des confessions, de comment vous les placez au centre du livre. Vous parlez un tout petit peu de l'islam. Et évidemment, on est dans cette espèce de volet d'hypocrisie, mais j'ai trouvé, puisque vous aviez parlé tout à l'heure de concessions, qu'effectivement, vous parliez d'un tas de choses sans concession. C'est ce qui m'a fait aussi aimer le livre. Si vous me le permettez, je voudrais lire un extrait du livre. Allez-y. Alors, vous dites, nous prions 5 fois par jour. Il s'agit bien entendu, je crois, des musulmans. Voilons nos femmes, ou les drapons vivants d'un linceul. Pratiquons la polygamie et poussons le cynisme jusqu'à leur faire croire que c'est la volonté de Dieu et que ce n'est que pour leur bien et pour leur liberté que les choses sont ainsi. Le plus puant, c'est qu'elles finissent par le croire elles-mêmes. Et comment en serait-il autrement, puisqu'elles têtent ces vérités au sein de leur mère ? Et voici la révélation divine, paroles intouchables, gravées mieux que sur les tables de Moïse, dans le crâne des fidèles un à un. Travail de masse, des boîtes de conserve fabriquées à la chaîne. Dieu a fait fort cette fois. Il a confié son pouvoir aux guides de la Révolution et de la foi réunis et complices. La peur a fait le reste. On flagelle les pécheurs, on lapide les femmes, on tranche la tête aux apostats et tout ce qui n'est pas musulman est mécréant. Le butin de guerre du djihadiste de base est sa récompense au paradis où l'attendent des houris aux pieds nus, au nombril remuant, docile, miniature persane, pré-islamique, vêtue de soie vaporeuse, les bras chargés d'offrandes, fleurs et calices remplis de vin à volonté et vapeur de hashish. Mais où sont les femmes dans tout ce cirque et où est leur récompense céleste dans tout ça ? Où est la raison ? Où est la vérité ? Et pourtant, il y a tellement de bonnes gens floués. Si Napoléon était né au Moyen-Orient, au temps des prophètes, il aurait inventé une religion, plus rationnelle certainement. Il en avait toutes les cartes et l'étoffe. Son livre saint aurait été un code civil illuminé, mystique, inspiré, illustré par la liberté au sein nu, guidant le peuple. Ça aurait fait l'affaire pour créer une religion, un chef, un livre, un conquérant et une cause. Ben oui.
C'est très parlant, ça, je trouve. Oui, oui, C'est très représentatif du livre en règle générale. oui, probablement, probablement. Quand vous avez écrit la dernière ligne de ce livre, qu'est-ce que vous avez ressenti, Gabriel Boustany? Ceci dit, je vous signale aussi Mhm. que les autres livres de foi Sont passés au crible aussi, ça. sont passés au Oui, crible. oui. C'est-à-dire, Oui, j'ai pris ça parce que je trouvais que bon, c'était écrit de manière assez percutante. la Bible est un livre de guerre, Oui, pardon. oui. Oui, ouais, bah. Il y a de guerre, des femmes partout. Non, non, il ne s'agit pas que de des l'islam. infidèles. Et de... Mon choix est tombé sur l'islam Oui, à tout mais, hasard. Mais bon, ça, c'est bon, c'est une symbolique. c'est une symbolique. Voilà. Ouais. Elle est réelle parce que on est dans le terrorisme. Hein. Les messagers d'Al-Qaïda et de ces gens-là, c'est pas différent. Hein. Mais le problème, c'est que votre livre est d'actualité. Ben oui. On ne peut pas le nier. Ben oui. J'ai bien dit malheureusement au Oui, début. je suis prisonnier de mon temps. Vous êtes très MeToo, vous, Gabriel Boustany aussi. Vous avez parlé de ce mouvement. Non, Non. pas du tout. Quand vous parlez du harcèlement sexuel dans le livre... Oui, mais pas du tout, parce que Non, je rigole, oui, je sais. MeToo fait une guerre homme-femme. Et Ouais. ça, c'est Et ça, c'est une chose détestable. détestable. Absolument détestable. Ouais. Vous avez dédié ce livre à votre petite fille, Oui. qui est juste à côté de vous, qui est juste à Anaïs. côté. Absolument. Ben oui. C'est beau, les petits-enfants. C'est beau, les petits-enfants, oui, parce que... Et Anaïs, pourquoi? pour- Parce que vous en avez d'autres, des petits-enfants. Ah non, j'ai un petit garçon, Oui. et puis Anaïs. Mais Anaïs, parce que c'est Tasmine. est la première, parce que c'est Tasmine, oui. Mm. Elle a quelque chose de Tasmine. Elle sait quelle chance elle a, Anaïs là Ben ça, je ne sais Ah, pas, il faut le lui Anaïs, tu demander. peux me faire un signe de la tête. Tu peux me dire oui ou non. Oui, oui. Tu l'aimes bien, ton grand-papa. Ouais. Il t'a gâté, là. Gabriel Boustany, je vous remercie énormément d'être venu me parler de ce roman, Les Arrogants. C'est moi qui vous remercie. Je le recommande. Très belle lecture, profonde mais légère en même temps. Légère par son écriture, profonde par les thèmes qu'elle aborde, et ils sont nombreux. Et j'espère vous recevoir très très bientôt. Merci bien. À la prochaine, Gabriel Boustany. J'espère venir. Au revoir. Merci, au revoir.